Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. Oh, Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue, installez-vous confortablement pour ce nouvel épisode de C'est qui en pôle. Cette semaine, c'est le numéro 160 et on va vous parler du deuxième GP de la saison, le Grand Prix du Portugal sur le magnifique circuit de Portimao. Et pour la deuxième saison, on va voir si Ducati sait aussi faire des motos électriques car c'est le premier GP de Moto E de la saison. Et pour en parler, quoi de mieux que notre Ducatista officiel à C'est qui en pôle. Je parle de Pierre, bien sûr. Salut Pierre, comment ça va ? Ouais, ça va bien, toujours champion du monde, donc... Ah oui. Et pour la première fois parmi nous, un nouvel invité, Thibaut. Bonjour Thibaut, comment vas-tu ? Salut à tous, et merci pour l'invitation, et tout va bien, surtout après un bon petit week-end de Grand Prix de Superbike avec pas mal de courses. Ouais, tu m'étonnes, il va y avoir beaucoup de choses à dire dans cet épisode. Tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je pense qu'il y en a pas mal qui ne te connaissent pas. Tu fais de la moto par exemple ? Alors, pas du tout, je n'ai même pas le permis moto, mais je regarde les courses de moto depuis à peu près une vingtaine d'années. Ah oui. Donc au début, plutôt Olivier Jacques, Arnaud Vincent, champion du monde, et puis après toujours tout suivi, quoi. Et donc après... Ah super. Niveau pilote, écoute, j'aime à peu près tous les pilotes. Je suis un peu école des fans. Tout le monde, j'apprécie tout le monde. Mais j'aime bien cet état d'esprit. Même si, Pierre le sait, j'ai quand même un pilote un peu préféré pour rigoler, on va dire, Jaume Mazia en Moto 2. Ouais. Maintenant, le fan français, voilà. Donc, mais bon, c'est plus pour rigoler qu'autre chose. Eh merci, encore bienvenue Thibaut. Tout de suite, je vous propose de passer aux news avec en Moto 3. Je vais commencer rapidement. Le pilote David Almanza du team Snipers sera remplacé ce week-end par le pilote qatari Ahmad Al-Saouti. Je dois pas me tromper en disant que c'est le premier pilote de la nationalité qatari en Moto 3. Ouais. Pierre, t'as une stat là-dessus Thibaut en Moto 3, c'est la première fois qu'on a un pilote qatari en Moto 3. On en avait eu en Moto 2 en 2010-2011, mais pas en Moto 3. Donc oui, une nouveauté. Voilà, pour une fois j'aurais bon. En Moto 2, Jake Dixon, après sa lourde chute aux essais du Qatar, est déclaré apte. Et puis en MotoGP, on l'avait oublié, mais en amont du Qatar, du GP du Qatar, Francesco Bagnaia et Ducati ont prolongé pour 2 ans le contrat qui les lie. Pecco reste donc chez les rouges jusqu'à fin 2026. Pierre, je vais commencer par toi. Tu trouves ça logique ? Ouais, je pense qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Les deux ont l'air satisfaits des conditions de travail qu'ils ont en commun, donc ça semble logique. Oui, et puis c'est aussi éviter de le faire partir, de signer tout de suite. Ouais. S'il avait envie de partir. Ouais. Ce qui n'est pas sûr du tout. C'est toujours difficile pour un pilote de partir d'une marque qu'il connaît bien. On a vu Marquez, malgré ce qui se passait chez Honda, c'était pas simple. Donc voilà, mais après, aujourd'hui, il est dans le meilleur team qui a la meilleure moto, donc c'est normal aussi. Oui, il n'y a pas de raison de changer. On ne change pas une équipe qui gagne, comme tu disais. Thibaut, qu'est-ce que tu en penses ? Pour moi, l'inverse de ne pas re-signer Bagnaia aurait été illogique pour Ducati. Et pour le pilote aussi, parce que pour aller où ? Chez Honda ou Yamaha ? Si tu as le choix, je pense que tu préfères Ducati. Non, c'est clair. Après, fin 2026, ça fait quand même 2 belles saisons. C'est vrai que encore une fois, on peut se dire qu'eux, ils ne veulent pas le lâcher. Ils ont raison de ne pas le lâcher non plus côté Ducati. Bon. Mais vu la les perfs des motos en ce moment, ils ne sont pas prêts de laisser beaucoup de place aux autres constructeurs sur les prochaines saisons. Enfin, on verra. Une grosse annonce aussi, on a Aldeguer, 18 ans, et qui roulera pour Ducati en MotoGP en 2025 et pour 2 ans. Avec 2 années supplémentaires en option. La team est encore à confirmer pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là pour le coup, on est sur un gros pari de la part de la marque. Pierre, tu veux dire quelque chose ? Moi, ça me fait penser quand Ducati est allé chercher pareil Pecco justement
En Moto 2, il le signe exactement pareil. C'est annoncé juste avant le début de saison en 2018. Alors que Pecco avait fait 5 ou 7 en 2017 Moto 2, je ne sais plus exactement, mais c'était 5 ou 7. Et puis voilà, donc Pecco remporte le championnat en 2018 et monte chez Pramac en 2019. Ça semblait naturel. Ducati ne va pas chercher beaucoup de monde dans les catégories inférieures. Je crois qu'à part Bagnaia, avant ça, il y a eu... après ça, pardon, ils ont eu Martin, mais sinon, ils ont signé directement, c'était Iannone en 2013, et après, ça remonte vraiment loin. Souvent, c'était beaucoup plus des pilotes expérimentés déjà qui signaient pour directement avec le constructeur italien. Donc voilà, je pense que c'est un pari. Après, au vu de ce qui s'est passé ce week-end, je pense qu'on peut être rassuré quand même sur le niveau du gamin. Mais c'est clair. Voilà. Ouais. Thibaut, un petit mot là-dessus? Alors, pour moi, l'annonce est peut-être quand même assez rapide. Pourquoi annoncer ça aussi tôt dans la saison, même si on sait très bien on savait déjà que Aldeguer était annoncé depuis le mois de novembre chez Ducati pour la saison prochaine, mais là on lui met vraiment la pression dès le début de saison, parce que s'il se rate les 4-5 prochaines courses, bon courage à lui quand même. Et là, ce que tu dis, Pierre, quand tu compares à Pecco, c'est quand même un peu différent, parce qu'à l'époque, Pramac ne faisait même pas de podium ou 1 ou 2 podiums dans la saison, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'une Ducati peut gagner, que ce soit Gresini, VR46, Pramac ou l'équipe officielle. Donc c'est vrai que là, quand même, c'est pas mal de pression pour Aldeguer. Par exemple, l'an dernier, si on regarde Acosta, on savait très bien qu'Acosta serait chez KTM ou GazGaz, mais ils l'ont annoncé quand au mois de septembre-octobre. Alors qu'on savait, même si c'était plus ou moins officiel, mais au moins ça n'avait pas été annoncé tout de suite. Effectivement, c'est un autre point de vue, mais ça se tient. Ouais, ça se tient, complètement d'accord. Je vous propose sans plus tarder de passer à la Moto E. Mais pour une fois, j'ai regardé les courses. Je vais passer très rapidement sur les essais et les qualifs. Je vais juste dire Granado en pole, voilà. Sur la course 1, on a le all shot de Garzo devant Spinelli et Casadei. Le poleman Granado rate complètement son départ et chute dès le virage 14 dans le premier tour. Quelques instants plus tard, Casadei s'installe en tête, poursuivi par Spinelli, Garzo, Zaccone et Torres. Ferrari, champion du monde 2019, chute à son tour. À 3 tours de l'arrivée, Spinelli et Garzo passent Casadei. Le petit train de tête ne sera jamais rattrapé, car juste derrière, Zaccone percute Torres dans l'avant-dernier tour. La chute est violente, mais heureusement sans gravité pour les pilotes. Quelques instants plus tard, Ponce chute tout seul, lui. Devant, le trio de tête échange quelques passes d'armes, mais Spinelli s'en sort et passe le drapeau à Damier en tête. Sur la course 2, Spinelli, vainqueur de la première course, fait le all shot devant Garzo et Granado. Spinelli d'ailleurs sera pénalisé quelques instants plus tard d'un double long lap pour un mauvais placement sur la ligne de départ. Une pénalité qui semble l'avoir touché puisqu'il finit dans le bac à gravier quelques instants plus tard. Garzo récupère donc la tête, mais Casadei ne lui laisse pas très longtemps. Les deux hommes se bagarrent quelques instants, permettant à Granado, Gutiérrez et Torres de recoller. Casadei, sans doute un peu essoufflé, s'écarte brièvement de la trajectoire et Granado en profite pour prendre la deuxième place. Cet essoufflement va pas durer longtemps, parce que Casadei, champion du monde en titre, on le rappelle, maîtrise complètement la fin de course et s'empare de la victoire devant Garzo et le rookie Gutiérrez, plutôt bien placé durant toute la course. Granado finit au pied du podium. Au championnat, ça nous donne Casadei en tête, provisoirement en tout cas avec 41 points. Garzo est juste derrière, deuxième avec 40 points. Et Spinelli complète le podium provisoire avec 25 points. Est-ce que vous avez vu la course ? Alors moi, ouais, j'ai vu la première course. J'avais vu la première course et Spinelli qui s'impose, c'est déjà un bon début pour l'équipe Tech 3. Et ça se poursuivra pendant tout le week-end dans les autres catégories. Absolument. Ouais. Vas-y, Pierre. Ouais, non, les courses étaient sympas, vraiment. Ceux qui ne regardent pas, ils ratent quelque chose parce que c'est un format vraiment, vraiment court. Il y a eu beaucoup de chutes dans la première course. Je veux juste commenter sur les performances de Chase Davis. Donc, il ne se qualifie pas très bon. Je crois qu'il est qualifié 16e sur 18 sur la grille de départ. Et à chaque fois, les deux départs, il se fait manger. Je pense qu'il
la petite retraite qu'il a depuis quelques années lui a fait perdre un peu d'agressivité au départ. Il est plus habitué à rouler en paquet comme ça, mais il s'en sort bien. Donc en première course, je crois qu'il finit 8e avec les chutes et les quelques places qu'il arrive à grappiller en dépassement sur ceux qui sont devant lui. Je pense notamment à Maria Herrera. Et en deuxième course, c'est plus dur parce qu'il y a quand même moins de chutes et il finit top 15. Mais voilà, après, je pense que c'est pas une catégorie simple Non, c'est clair. Et puis bon, c'est pas simple, mais voilà, on comme d'habitude, hein, là, on rappelle que les Ducati, elles sont beaucoup plus légères que les Energica d'il y a 2 ans. Elles font 225 kg les Ducati Moto E, alors que les Energica, elles faisaient près de 270 kg. Donc c'est, à mon avis, favorable aux bagarres qu'on voit aussi en course. Et puis évidemment, les pilotes, il y en a 2-3 là qui commencent à avoir un peu de bouteille dans la catégorie, donc ils commencent aussi à prendre la mesure de la chose. Et comme tu disais, le format assez court et intéressant, parce que avec un format court, il y a forcément de la bagarre. Et là, c'est clairement vérifié dans cette catégorie. Ouais, je te rejoins. Mais Granado, Casadei, Garzo, typiquement, ça fait 3 ans, ils trustent les avant-places. Hein, bon, mais ça reste intéressant. Non, c'est clair, c'est sympa à regarder. Moi, ce que j'aime particulièrement, alors j'entends d'ici Ophélie qui veut dire mais non, c'est horrible, c'est justement l'absence de bruit de moteur et le fait qu'on entende les pneus crisser, les roues bloquées sur les freinages. Enfin voilà, ça donne une toute autre expérience que la moto thermique, et c'est pas inintéressant du tout. On fait beaucoup de pubs, mais on n'est pas payé par la Dorna pour, Non, mais surtout, pour dire du bien de la moto, rassurez-vous. Ce qui est intéressant quand même à voir, c'est comme tu le dis, Pierre, avec un Chase Davis qui est quand même un pilote qui a eu un palmarès assez fou en Superbike pendant des années, et il a du mal quand même à s'adapter. Enfin, il ne gagne pas. Il ne va pas se retrouver tout de suite. Donc malgré tout, le niveau, même si les pilotes, pour la plupart, on ne les a jamais trop vus en mondial, c'est quand même une catégorie où on ne s'adapte pas non plus si facilement que ça à ces motos. Il faut quand même quelques courses, je pense, pour s'adapter. C'est clair. Très bien. On a fait le tour de la Moto E. C'était aussi un débrief express. Pierre, tu veux bien t'occuper de la Moto 3 ? Ouais. Alors en FP1, on va avoir la direction de course qui va mettre un avertissement officiel à David Alonso pour cette traînée sur la piste. Encore une fois, il y a eu plusieurs cas ce week-end. Donc j'ai regardé un peu le règlement, mais ils disent pas si genre il y a une sanction automatique au bout de plusieurs avertissements. Donc c'est un peu au jugé. En Q1, donc c'est Yamanaka, Carraro, Farioli et Perez qui sortent de cette qualif. Et en Q2, donc on va avoir une pole de l'Espagnol Rueda devant Kelso et Alonso. La deuxième ligne sera composée d'Olgado, Rossi et Ferrer. Et la troisième ligne, ce sera Ortola, Farioli et Ogden. Signalé, ce sont les 2 premières Honda, donc en 8e et 9e position sur la grille. En course, excellent départ de Rueda qui garde le bénéfice de la pole. Olgado prend la 2e position au 2e virage sur Alonso. Noah Detwiller, lui, a calé au départ. Rueda prend alors une demi-seconde d'avance sur la troupe dès le premier tour, alors que Yamanaka perd l'avant au virage numéro 9 et emporte avec lui le rookie Angel Piqueras. Rueda toujours en tête après 3 tours, avec Olgado et Alonso en embuscade. Kelso 4e à ce moment-là. Luca Lunetta va chuter, c'est un gros high-side pour l'Italien. Mais le pilote se relève. Le groupe de tête se resserre avec Ortola et Rossi. La bagarre fait rage et Rueda en profite pour prendre du mou. Ferrer en profite pour ramarrer le groupe qui ne se fait aucun cadeau. À la mi-course, Alonso parvient à prendre la tête de course après un dépassement incroyable de vitesse au virage numéro 9 et Ricardo Rossi va chuter à ce moment-là. Olgado va aussi parvenir à dépasser Rueda. Le trio de tête s'échappe et s'écharpe aussi pour le lead. Bravo. Kelso paraît finalement en mesure de jouer devant à son tour alors qu'il emmène avec lui Ferrer et Ortola. La bagarre fait perdre du temps à tous, sauf à Olgado qui s'est fait un gap devant, poursuivi par Rueda. Alonso a perdu gros et semble désormais trop loin pour jouer la victoire. Dans le dernier tour, Rueda porte plusieurs attaques sur Olgado, mais sans succès. Victoire de Dani Olgado, 2e place pour José Antonio Rueda et 3e place pour Ivan Ortola. Alonso 4e, Kelso 5e et Ferrer 6. Au championnat, donc on a Dani Olgado 45 points après ses 2 week-ends de course. David Alonso juste derrière 38 points et Ortola 23 points, 3e au provisoire. Merci beaucoup pour
compte rendu de course. Qu'est-ce que je voulais dire? Thibaut, tiens, qu'est-ce que t'en as pensé de cette course? Moi, c'était une bonne course Moto 3, alors, par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude avec 10-15 pilotes qui se battent pour la victoire, là, assez rapidement, après 3-4 tours, on n'avait plus que 6 pilotes en tête. En fait, on a déjà vite eu un écart. Et en fait, je pense vraiment que ce sont les pilotes qu'on retrouvera tout au long de l'année devant, que ce soit Holgado, Alonso, Rueda, Ortola, Weyer. Voilà, c'est vraiment les pilotes, on va dire, qu'on attendait en début de saison. Et vraiment, je pense que ce seront toujours eux qui vont se battre pour les victoires. Ouais, c'est clair. Là, moi, j'avais noté que Holgado, il confirme son statut de favori sur ses 2 premières courses. Enfin, sur le Qatar et le Portugal. Et c'est vrai qu'il est vraiment impressionnant tout en maîtrise. Hein. On reparlera de maîtrise tout à l'heure hein, pour la MotoGP. Mais Holgado, il paraît presque intouchable tellement ça paraît facile. Hein. Il arrive à défendre en fin de course relativement à l'aise et c'est maîtrisé quasiment de bout en bout. Donc, encore une fois, gros favori sur ce championnat. Ouais, attention. Alors, moi, j'ai mis retour du Holgado du premier semestre 2023 parce que voilà, c'était aussi le cas en début de saison 2023 et puis on s'est écroulé sans qu'on sache trop pourquoi, si c'était la machine ou lui en deuxième partie de saison l'année dernière. Donc, voilà, pour l'instant, il est vraiment au top niveau. J'espère que ça va continuer comme ça parce que déjà, il le mérite et puis son team aussi. Donc ça fait plaisir à voir. J'ai aussi noté Rueda, on voit enfin son vrai niveau par rapport au Qatar où il avait malheureusement chuté. Voilà, pour ceux qui se posaient des questions sur le crack tant annoncé de la catégorie qu'on annonçait l'année dernière, alors son année de rookie, mais je pense qu'il est là, le vrai Rueda, il est capable de performance de ce niveau-là. Donc, il fait la pole, il est devant toute la course, il s'incline quand même à la fin, mais je pense que, attention à lui, hein, gros client. Ouais, c'est clair. Moi, je pense vraiment, Holgado-Alonso, ça peut être un super duel tout au long de la saison, parce que l'an dernier, Alonso, quand même, était aussi rookie, et sur la deuxième partie de saison, il a gagné plusieurs courses. Il termine 3e du championnat, je crois. Entre Holgado, qui avait mené la première partie du championnat, Alonso, qui a fait une super deuxième partie de saison. Là, on a vraiment 2 pilotes qui ont déjà gagné plusieurs courses, qui ont déjà joué les podiums, qui ont mené des championnats. Donc c'est vrai qu'ils ont un petit avantage quand même par rapport, par exemple, à un Rueda où on ne l'a jamais vraiment vu jouer les podiums ou les victoires sur plusieurs courses. Il avait un podium la saison dernière. Et bon, maintenant, c'est vrai qu'on sait quand même on voit que, voilà, comme tu le disais, Pierre, on attendait Rueda la saison dernière lorsqu'il est arrivé. Parce que, bon, pour rappel, il a quand même été champion junior GP, et il a gagné la Red Bull Rookies Cup en 2022. Et c'est vrai que l'année dernière, ça avait été un peu difficile, surtout si on comparait, par exemple, un Pedro Acosta quand il était arrivé en Moto 3, ou même un Izan Guevara qui avait gagné dès sa première saison. Mais ouais, cette année, quand même, Rueda, je pense que on va le voir devant aussi. Un petit mot d'un autre prodige qu'on avait beaucoup suivi l'année dernière, David Munoz, qui est fini 9ème du coup. C'est presque décevant. Oh. Je suis peut-être dur. Non, c'est décevant, mais c'est décevant. C'est pour ça que j'avais noté dans les qualifs aussi. C'est décevant, ouais. C'était les Honda ce week-end. Vraiment, souvent, ce qui peut leur sauver la mise, et c'était le cas l'année dernière avec Massia aussi, c'est la vitesse de pointe de la moto. Sur un circuit aussi sinueux que Portimao, ça n'a pas suffi. Je sais pas, mais aucune Honda n'a su trouver le bon réglage en tout cas. Donc on a une domination KTM, Gaz, Husqvarna, mais c'est tous les mêmes motos derrière. Donc, Après, c'était déjà le cas l'an dernier. On parle de Honda, mais surtout, il faut regarder les pilotes et les équipes. L'année dernière, on avait Léopard sur Honda, et la deuxième équipe, on va dire, c'était 658 avec Toba et Riccardo Rossi. Donc bon, est-ce que c'était normal de voir ces pilotes à peu près aux alentours de la 15e place? Est-ce que c'était la faute de la Honda? Ou est-ce que les pilotes aussi n'étaient pas non plus les meilleurs pilotes de la catégorie? Oui, non, mais je pense qu'il y a des deux. Hein. Ouais. De toute façon, voilà, c'est ça. Non, c'est pour ça, ouais. Je pense que c'est un peu les deux. Mais c'est vrai que Munoz, c'est quand même un peu décevant, parce que comme il y a 2 ans, quand il est arrivé, dès sa deuxième course, il fait podium. Enfin, il jouait devant. L'année dernière, déjà, c'était pas super. Et là, bon, cette année, ça commence moyen, on va dire, par rapport à ce qu'on pouvait attendre.
Exactement. Après, c'est vrai que le team Léopard il s'est renouvelé cette année, donc Almanza n'était pas là, et là, ils ont un rookie, donc c'est vrai que c'est plutôt eux qui sont le fer de lance de Honda dans la catégorie, et là, c'était pas... Ouais, et Piqueras, Voilà. en plus, là, a chuté, enfin, a chuté. Yamanaka l'emmène au sol. Et Oui. Piqueras, ouais, il me semble qu'il s'est fracturé la main en plus. Ah, Donc, j'avais pas vu ça. ouais, donc ça commence mal pour lui. Bien. Bah merci messieurs. Je pense qu'on a fait le tour du sujet sur la Moto 3. Vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Non. Très bien. Et bah passons au Moto 2. Je te laisse la main une nouvelle fois, Pierre. Ouais, je vais parler un peu encore pour la première fois de l'année, de la clinique médicale ou de la validation de la santé des pilotes, plutôt pour être apte à rouler. Donc, on se souvient que Jake Dixon s'était pris une énorme tôle au Qatar, qui avait fait renoncer au reste du week-end. Donc là, il revient ce week-end. Il est déclaré apte et il fait plutôt un bon vendredi. Il finit 5e en free practice et 7e en practice 1 le vendredi, du coup. Mais le samedi matin, il annonce qu'il se retire pour le reste du week-end, et parce qu'il a besoin de plus de temps pour se remettre. Voilà. Donc je pense qu'il a eu une commotion cérébrale vu son eyesight au Qatar. Mais clairement, je comprends pas trop l'idée. Heureusement que pour lui et son team ont décidé de se retirer, je pense. Mais voilà, encore une fois, faut qu'ils fassent attention à la santé des pilotes, et dire qu'ils sont aptes pour qu'ils se retirent 24 heures après, c'est que peut-être qu'ils n'étaient pas aptes dès le départ. Ouais, c'est clair. C'est un débat qu'on a eu très souvent ici sur la capacité à la direction de course de déclarer apte ou pas les pilotes, et surtout de les protéger d'eux-mêmes. On peut remarquer que Dixon, il a un peu de bouteille, et là on sent que l'expérience parle aussi, hein. Il sait qu'il est plus sur la fin que sur le début de sa carrière. Du coup, il se dit que s'il veut continuer encore en moto en championnat du monde, il va falloir se ménager. C'est ce qu'il fait. Et comme tu dis très justement, Pierre, c'est quand même dingo que ça soit à lui de se dire qu'il y va pas, plutôt à la direction de course ou au staff médical qui disent qu'il est pas apte, quoi. Parce que quand un pilote dit non, mais en fait, on me dit que je suis apte, mais moi je peux pas, c'est qu'il y a des trous dans la raquette, clairement. Ouais, après, c'est peut-être pas trop facile non plus pour la direction, enfin pour le clinique médical, de savoir si le pilote est apte ou non, hein, avec les commotions cérébrales. Et c'est là où Dixon a été intelligent. Il a testé en FP1. Bon, il s'est aperçu que ça allait pas le faire. Il a préféré abandonner. Donc après, c'est aussi aux pilotes et aux équipes de voir eux en fait où ils en sont. Ouais, après, je serais d'accord avec toi dans l'absolu. Le problème, c'est que le fait est qu'il y a beaucoup de pression sur les teams et sur les pilotes, et qu'on a déjà vu des pilotes déclarés aptes qui repartent en essai, en practice ou en qualif ou même en course, alors qu'on voit clairement qu'ils se sont mis une énorme pelle et qu'ils sont déclarés aptes alors qu'ils devraient même pas reprendre le guidon. Ouais. Et ouais, je vous rejoins tous les deux. Je comprends ce que dit Thibaut. Dans oui, le sens clairement, où je comprends il faut aussi. quand même tester pour être sûr si on l'est ou pas apte. Mais dans le même temps, il ne teste pas tout seul sur la piste. Il y a des commissaires de piste, il y a d'autres pilotes. Et si clairement il s'évanouit parce qu'en fait il a un problème plus grave qu'attendu, ou il voit flou, etc., c'est quand même hyper dangereux. Donc, ouais. Il devrait presque y avoir une automaticité en fait de l'arrêt, quoi. C'est-à-dire que quand il y a un pilote qui chute sur la tête, il est arrêté pour le week-end, point barre, quoi. Enfin, ça devrait être quasiment automatique, un peu comme en rugby où tu as un protocole commotion. Oui, t'as 3 semaines d'arrêt. Sauf que c'est quand même rare, excuse-moi Thibaut, qu'un pilote, quand il chute, même s'il chute pas initialement sur la tête, que la tête touche pas du tout le sol à un moment donné. Donc, oui, c'est vrai. Ouais, et puis maintenant, c'est vrai que là, on parle de Dixon, donc qui est quand même dans une grosse équipe, qui a de l'expérience. Ce n'est pas comme si c'était un pilote Moto 3 qui est payant, qui débute, et donc il va prendre des risques parce qu'il a de peur de perdre son guidon. Là, avec Dixon, bon, dans l'équipe Aspar, voilà, il est absent un Grand Prix, 2 Grands Prix, il reviendra. C'est la dernière, et c'est un des meilleurs pilotes de la saison dernière. Enfin, il a pas de raison d'avoir peur pour son guidon. Alors que souvent, c'est vrai qu'on peut avoir des pilotes, et t'es pas là pendant quelques courses, on t'oublie vite, hein, donc c'est vrai. on l'a vu avec certains teams. On l'a vu avec certains teams d'année dernière. Je crois que c'est American Racing qui s'est amusé aux chaises musicales. Ouais, c'est ça. Assez souvent, ouais. Malheureusement.
Bien, on reprend le fil de la moto. Ah bon. On a un peu digressé. Non, c'était un bon sujet. Alors, les qualifs en Q1, donc c'est un Chantra, Ogura, Morera et Adjus qui passent en Q2. En Q2, on a une pole de Manuel Gonzalez devant Fermin Aldeguer et Aaron Canet. La deuxième ligne sera composée de Lopez, Roberts, Arenas et la troisième ligne, Ogura, Garcia, Chantra. Juste parce que c'est les préférés de personnes du podcast, on a Vietti qui partira 14e et Honshu 25e. Donc en course, ça part très vite pour Fermin Aldeguer, en fait tellement vite qu'il fait le all shot, mais surtout qu'il est parti avant les autres. Donc il devra effectuer un double long lap. Alonso Lopez et Ayogura ont fait un bon départ aussi. Manuel Gonzalez se retrouve 4e. Lopez donc prend la tête de la course au premier long lap effectué par Aldeguer, qui en ressort 11e, mais voit Roberts ramarrer avec Ogura et Gonzalez dans son siège. Aldeguer va sortir 13e de son deuxième long lap à 5,3 secondes du leader Lopez. On a un top 5 serré composé de Lopez, Canet, Gonzalez, Ogura et Roberts pour ceux qui sont devant. Lopez va craquer tout seul et chuter au virage numéro 13 alors qu'il est en tête. Il va pouvoir repartir. Canet s'empare donc de la tête de course suivi par Gonzalez et Roberts. Aldeguer est bien remonté et a repris une seconde sur les leaders. Il va le pointer 10e à 11 tours de la fin de la course. Canet creuse un écart conséquent devant alors que Roberts et Gonzalez se chamaillent en piste. Aldeguer est remonté 5e à moins de 2 secondes de la tête de course. Il va rester alors 6 tours. Aldeguer passe Ogura pour la 4 à 3 tours de la fin, mais celui-ci réplique et repasse. Ogura finit même par reprendre la 3e position à Gonzalez. Dernier tour, Canet seul en tête, suivi de Roberts aussi à l'abri. La 3e place se jouera donc entre Ogura, Gonzalez et Aldeguer. Le japonais se fait une belle frayeur qui va profiter au numéro 54. Donc on a Canet qui gagne devant Roberts et Gonzalez. Aldeguer finit 4, Ogura 5, Garcia 6. Vietti 7e position, Arenas 8, Ramirez 9. Honshu finit 20e. Au championnat du monde, donc on a Aaron Canet qui sort de 2 courses correctes avec 31 points en tête, Joe Roberts 29 points juste derrière et Gonzalez aussi juste derrière 27 points. Aldeguer lui est 11e avec 13 points, Vietti 9e avec 16 points et Honshu 19e avec un petit point. Merci beaucoup Pierre pour ce compte rendu. Je vous propose je te propose Thibaut de prendre la main sur ce que tu as pensé de la course. Voilà. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course? Eh ben, comme pour le Qatar, c'est une course intéressante où on ne sait pas en fait ce qui va vraiment se passer, parce que comme c'est un championnat qui risque d'être assez ouvert, enfin, on a vu Aaron Canet remporter une course, 70 courses, 20 podiums en Moto 2 et enfin il en a gagné une et bon, c'est mérité, hein, parce que c'est un pilote qui malheureusement souvent avait eu des problèmes, notamment dans les derniers tours. Il se faisait battre dans les derniers tours et là non, c'est vraiment sympa de le voir, gagner, de voir un Manuel Gonzalez sur le podium. Oui, la fin de saison dernière, il avait été pas mal du tout, il était tout le temps dans le top 5. Là, il débute très bien la saison, donc ça va être un bon outsider pour le championnat. Fermin Aldeguer, avec sa remontée. Même si, attention, parce que là, de partout on parle, Aldeguer fait une super remontée et tout ça. Bon, et comme a dit Pierre, il ressort à 5 secondes d'Alonso Lopez, donc à moins de 5 secondes d'Aaron Canet qui était 2e à ce moment-là. Et derrière, il va dépasser, oui, Alcoba, Baltus, Ramirez, Chantra. Bon, oui, Aldeguer est meilleur qu'eux, on le sait. Maintenant, là où Aldeguer était très bon, c'est qu'il devait être un peu énervé, mais il n'a pas fait d'erreur. Ses dépassements ont été propres et il est remonté jusqu'en 4e place. Donc ça montre, et justement par rapport à ce qu'on disait en début d'émission, la pression de signer chez Ducati pour la saison prochaine. Là, ça aurait pu très bien mal se passer pour lui avec ce double long lap, mais il a bien réagi, il est bien remonté et il a fait une course, on va dire, de patron. Donc non, c'est pas mal, vraiment intéressant à regarder, à analyser cette course Moto 2. Ouais, et puis on peut aussi noter que Roberts, il fait un solide début de saison, hein, c'est ce que tu avais noté Pierre, mais c'est ce que j'avais remarqué aussi, lui qui était très décevant l'année dernière, là, il commence plutôt bien cette année. Ouais, alors attention, Roberts, quand même, c'est souvent, il est bien sur certains circuits et sur d'autres, il est vraiment très très loin. Et Portimao, je crois qu'il avait déjà fait podium l'an dernier.
il me semble, où il était déjà dans le top 5. Donc non, c'est à voir pour la suite, mais bon, faut mieux débuter comme il débute là que comme un Honshu, par exemple. Voilà, c'est pas le ça. même, Enfin, c'est pas le même statut non plus. Honshu est un rookie. Non. Voilà. oh, la violence. On se connaît On même peut- pas, ça y est, tu t'attaques sous la ceinture. on peut- toi. Bien, franchement, je te retiens. On peut dire Vietti sinon. Hein. Ah oui. Vietti, oui. Vietti, c'est un peu plus logique comme comparaison. Merci. C'est pas moi qui vais défendre Vietti. Donc, Non, mais Non, mais c'est vrai, sérieusement, Vietti, c'est quand même pas super son début de saison. Hein. Entre les qualifs et. Bon, là, il remonte bien, mais les qualifs, il est pas là. Enfin, non, il a quand même du mal. Hein. C'est. Ouais, même aux essais. Ouais. Ouais. Surtout qu'il est censé avoir la meilleure moto du plateau, Ah, la ouais, KT ouais. Maillot. Donc, Et- après, forcément, c'est des nouveaux pneus. Donc, tous les teams n'ont pas avancé avec ces pneus de la même manière. Apparemment, les Bosco-Scuro conviennent un peu mieux en ce début de saison avec ces pneus-là. Mais bon, Calex, ils vont s'y mettre aussi. Hein. Oui, et puis, mais bon, après, Vietti, c'est vrai, déjà la saison dernière, ça avait été une saison un peu difficile pour lui. Hein. Il avait eu une victoire, je crois, mais il avait déjà eu pas mal de courses où il était aux alentours de la 10e place. Et ouais, attention quand même. Enfin, il y a 3 ans, on le voyait vraiment comme un top pilote qui allait rapidement aller en MotoGP. Et malgré tout, après, les années risquent de passer. Il faudrait pas que ça devienne je sais pas, un Lorenzo Baldassari qui reste 5-6 ans en Moto2 pour ensuite se retrouver sans guidon. Hein. C'est exactement le constat que j'ai dit pour lui en preview de début de saison. C'est que c'est l'année où il doit prouver son statut. Sinon, après, les teams qui risquent de faire risquent d'être beaucoup moindre qualité. Là, il a fait quand même la VR46, Moto2. Là, il fait le meilleur team. Attention derrière, s'il fait pas, je sais pas, top 5 au championnat, ça risque d'être compliqué de justifier de rester dans ces top équipes, quoi. Sinon, je vous rejoins sur Fermin. Moi, j'ai trouvé ça intéressant de voir la course qu'il y avait devant pour le top 5, où il y a quand même pas mal de bagarres, et en même temps de suivre un peu ce qui se passait derrière et voir Fermin remonter. Alors, on peut se dire que 5,3 secondes, c'était pas énorme. Mais en fait, dans le sens où il faut quand même doubler. Alors, il ressort 13e, il finit 4. Ouais, donc il a quand même doublé 9 podiums et il a rattrapé plus de 4 secondes. Faut le faire. Franchement, belle course. Il a pas bousillé ses pneus, il a gardé la tête froide. Surtout qu'en plus, le long lap, je sais pas si vous avez vu, il était bien sale. Il y avait beaucoup de poussière. Bref, c'était pas simple. Content pour lui. Maintenant, voilà, faut qu'il fasse attention à ses départs parce que il avait clairement la vitesse pour gagner cette course ce dimanche. Et puis, Canet, je sais pas si vous avez un peu vu sa course et sa célébration. Il manque de se casser la gueule dans le dernier virage parce qu'il fait le kékou, là. Non, mais vraiment. Ça aurait été marrant quand même. Ah, mais celle-là, je l'ai vu faire, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi. Le kékou, c'est le bon mot. Ouais. Ouais, non, c'est impressionnant. Il y en a 2-3 qui manquent de maturité quand même. C'est vrai que c'est assez rigolo. Après, on peut le comprendre, il est content, mais. Tu attends de passer la ligne. Tu attends de passer la ligne pour faire ça. Surtout quand tu as 20 podiums, que tu n'as pas gagné depuis 4 ans, enfin que voilà, tu as eu pas mal de problèmes, tu attends vraiment de passer la ligne pour faire ça. Ouais, même Zarco, quand il a gagné sa première course en GP l'an dernier en Australie, on avait l'impression qu'il était même pas conscient de ce qu'il avait fait, alors que Canet, tout de suite, il explose avant même d'avoir passé la ligne d'arrivée. Ça n'a aucun sens. Après, Canet avait une avance un peu plus confortable que Zarco, qui avait Bagnaia dans l'échappement quand même. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais ouais, je suis content pour lui parce que ça a l'air d'être un gars qui méritait ça. Tu l'as dit, Thibaut, 20 podiums, 70 courses en Moto2. Ça faisait longtemps qu'il la méritait. Là, il a une course intelligente. Il n'est pas toujours devant, mais il est toujours placé. À la fin, il creuse le gap qu'il faut. Et puis, voilà, quoi. Peut-être que c'est une année où il va être un peu plus régulier. Donc, je lui souhaite. Moi, je vais dire une très grande banalité, mais ça va peut-être être un déclencheur, cette victoire. Voilà. Non, puis c'est tout pour nous aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine. Surtout qu'en plus, ce championnat est quand même assez ouvert, parce que bon, on a Aldeguer qui est vraiment le grand favori, mais sinon, derrière, Canet, pour moi, c'est le deuxième pilote du championnat. Hein,
au niveau Ouais, carrément. au niveau de ce qu'il a déjà montré en Moto 2, bon, du talent, tout ça, ouais, donc oui, pour moi, ils vont en gagner d'autres, hein. C'était pas normal, en fait, qu'il n'en ait toujours pas gagné une, mais maintenant, ouais, on espère qu'il est lancé. Ouais, transition absolument pas trouvée avec mon chouchou Denison Jou. C'est dur, hein, mais j'essaie de me rassurer en voyant un Foggia galérer aussi. Bah, en fait, c'est tous les rookies, hein. Ouais. Quand on regarde, c'est tous les rookies Moto 3. Parce que bon, on a Honshu, on a Morera, qui l'année dernière était pas trop mauvais en Moto 3. Ben, il fait rien. Masia, il est loin. Il est derrière Honjo. Il est derrière. Sasaki, on n'en parle pas. Et en fait, déjà au Qatar, en gros, ils se battent à peu près tous pour la 20e place, la 19e place. Donc c'est plutôt ça, en fait, qu'il faut regarder. C'est pas une très bonne cuvée pour le moment. Même si après, bon, que ce soit Morera, Sasaki, Masia, ils ont peut-être pas non plus les motos pour. Ils ne sont pas dans des superbes équipes, hein. Parce que les trois sont dans des équipes où ils n'ont rien fait depuis plusieurs années. Donc ouais, à voir pour la suite, mais je ne pense pas que cette saison on verra des rookies faire des top 10, sauf peut-être Honshu. Honshu qui pourrait de temps en temps être vers la 10e place, mais les trois autres, je n'y crois pas du tout. Elle a l'air compliquée, hein, cette transition Moto 3, Moto 2. Ouais, Plus cette compliqué saison, que Moto 2, Moto GP. Ouais, surtout quand tu t'appelles Acosta. Mais oui, non, mais c'est vrai. Après, bon, il y en a qui ont galéré entre Moto 2 et Moto GP quand même, hein. Je pense à Binder, à Darin Binder. Oui. Ouais. Il a quand même pas fait un... Rolf Fernandez, hein, plus près de nous. Ouais, Rolf Fernandez. Rémi Gardner. Darin Binder, il s'en est toujours parmi, hein. Non, c'est clair. Mais c'est pas le premier à faire le yo-yo et le Tom Luthi. Le seul qui s'en est bien sorti, qui était redescendu, c'était Sam Lowe, qui au final a réussi à refaire des podiums, des victoires, mais sinon, quand tu passes en MotoGP et que tu retournes en Moto 2, souvent, c'est pas. Ouais, il y a Cyril qui a fait ça aussi, c'était pas bon. Ouais, c'est clair. Non, sinon, il y a un pilote aussi qui est, pour moi, assez catastrophique, c'est Izan Guevara, hein. Ouais, j'allais en parler justement de Guevara. L'année dernière, c'était déjà pas ça, et alors là, dans ce début de saison, il a été pas trop mal les premiers tours au Qatar, mais sinon on ne le voit pas, enfin on le voit jamais à l'écran, hein. Il est loin, ouais, à voir pour la suite. Ouais, c'est encore le début de saison, donc il y a encore beaucoup plus de questions que de réponses. Mais voilà, on suit tout ça de très près. J'espère qu'Honshu va retrouver du poil de la bête. Oh, il a le temps pour un rookie. Ouais, c'est clair, il a le temps. Faut laisser tout le début de saison jusqu'à la trêve estivale, et puis après. Oui, après. Oui, c'est clair. Encore une fois, quand on voit certains pilotes qui ont déjà une saison de Moto 2 derrière eux et qui galèrent aussi, j'essaie de me rassurer comme ça. Mais après, il faut pas oublier, tous les pilotes ne sont pas comme Pedro Acosta qui gagnent rapidement. Par exemple, l'année dernière, le meilleur rookie, c'est Sergio Garcia qui doit faire 12 ou 13e du championnat. Donc après, voilà, c'est attention, pas non plus trop comparer les pilotes à un Acosta qui était tout de suite arrivé. C'est un extraterrestre. Ouais, voilà, même il y a quelques années, mais après, les pilotes, on les a tous retrouvés en MotoGP. C'était pareil pour Joan Mir, pour Alex Rins, Bagnaia. Dès qu'ils sont arrivés en Moto 2, ils ont tout de suite fait des bons résultats, mais on voit aujourd'hui, qu'ils n'étaient pas non plus là par hasard. C'est clair. Je vous propose de passer au MotoGP, sans plus attendre. Avec en Q1 Alex Marquez et Pedro Acosta, justement on en parlait, qui font les meilleurs chronos. Acosta qui a dû passer par la Q1, voilà, c'est une petite c'est presque décevant, hein. C'était pour voir ce que c'était. C'est quoi cette séance C'est ça, j'ai envie de rouler un peu plus. Zarco, première Honda, est dans le fond du classement malheureusement, hein. Les quatre motos de la marque sont les 4 dernières de cette Q1. Marini est bon dernier. En Q2, plusieurs chutes à signaler, surtout sur le milieu et la fin de la séance, avec notamment Marc Marquez et Brad Binder. C'est Bastianini qui va signer la pole. Vinales est deuxième à 82 millième. Martin complète la première ligne. Bagnaia se qualifie 4e. Miller 5, Bezzecchi 6. Acosta est 7e. Quartararo est 9e, juste derrière Marquez. Et Binder est 10e. Alors sur la sprint,
C'est Vinales qui fait le all shot devant Bagnaia. Miller fait encore un meilleur départ et prend la commande dès le premier secteur. Bastianini, lui, n'a plus l'habitude d'être devant, on dirait, et ne profite pas de sa pole. Il est 5e à la fin du premier tour. Marc Marquez, décidément à l'aise avec la Ducati, fait un extérieur d'anthologie à Vinales pour prendre provisoirement la P3 à Vinales. Bagnaia, lui, semble serein en ce début de course et prend la tête. Il prendra d'ailleurs de plus en plus d'avance tout au long de la course et on se demande bien qui pourra le rattraper. Marc Marquez, en tout cas, semble ne pas vouloir le laisser partir et se débarrasse de Miller pour se retrouver dans la roue du champion du monde en titre. Quelques instants plus tard, c'est l'hécatombe derrière. Zarco, Di Giannantonio et Binder chutent quasiment les uns derrière les autres. Retournons devant où Marquez multiplie les tentatives pour passer Bagnaia mais fait quelques erreurs. Vinales en profite mais il est quand même à 1 seconde de l'italien. Derrière, Martin prend le dessus sur Marc Marquez. Vinales et Martin vont se rapprocher du coup progressivement du leader Bagnaia et à 4 tours de l'arrivée, Pecco se manque sur le premier virage et perd 3 positions laissant Vinales seul aux commandes de la course. Première victoire du coup pour Maverick, suivi de Marquez qui double Martin à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Pecco sauve la 4e place, suivent Miller, Bastianini, Acosta finit 7e et Quartararo est dans les points 9e. À noter la 10e place de Raúl Fernandez. On va peut-être dire un mot sur cette sprint, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course sprint de ce week-end? Belle course sprint. Alors Bastianini, il a eu un problème au départ. Son all shot device s'est désengagé quand il arrive sur la grille, donc il est parti sans. Et c'est le contraire. Ça n'aide pas. Ouais, et c'est le contraire. Tu remarquais que Marquez a chuté en qualif. En fait, lui, c'est l'inverse. Il a engagé son ride height device un peu trop tôt dans le virage, au moment de sortir du virage, mais c'est sa faute, entre guillemets, mais il s'est cassé la gueule. Donc, c'est quand même des dispositifs assez sensibles qui peuvent aussi décider de beaucoup de choses sur la performance. Donc, peut-être que ça sera interdit. On a limite l'impression qu'à chaque course, à chaque départ, on a un pilote qui a un problème quand même. C'est pas rare d'avoir un pilote, donc bon ouais, c'est super, ça permet quand même de faire de très bons départs, mais bon, les pilotes doivent quand même pas être super à l'aise au départ en se disant est-ce que ça va fonctionner? Ouais, je suis d'accord. Sinon, pour en revenir à la course, belle victoire de Vinales. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Il a été régulier tout le week-end, même aussi sur la course longue, tu vas en parler après. Grosse erreur de Pecco qui se l'attribuait. Il a dit qu'il avait merdé tout seul comme un grand, mais au moins il tombe pas. Non, c'est clair, sauver la P4 là-dessus, c'est quand même. C'est dire s'il avait beaucoup d'avance, parce qu'encore une fois, c'est une sprint, donc il n'y a pas beaucoup de tours, et finir P4 après une telle erreur, c'est quasi du miracle. Enfin, c'est du miracle, oui et non, parce qu'il a travaillé pour, mais ouais, c'est vraiment un bon résultat par rapport à l'erreur qu'il a faite. Il a dit qu'il avait pas retardé son point de freinage, il avait oublié, enfin entre guillemets oublié que le réservoir d'essence se vidait et que du coup il aurait dû retarder un peu plus son point de freinage sur la fin de course, et c'est ça qui a commis l'erreur. En fait, vu que sa moto était plus légère, l'arrière il levait de plus en plus, et puis quand il s'est carrément levé, avec une roue en l'air, tu freines moins fort, donc il dit qu'il a raté son virage, quoi. Donc, c'est des choses qui arrivent même aux champions du monde, c'est rassurant. Moi je suis tellement nul que réservoir d'essence plein ou pas, je vois aucune différence. Nous on freine sur la ligne de départ arrivée en se disant oula, il y a le virage qui arrive, oula là j'ai peur. Tu sors déjà le genou alors que t'es à 300 mètres du virage. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, Thibaut, de la course? Ouais, alors fin de la sprint. Pecco, grosse erreur, mais surtout en fait ce qu'on voit ici, c'est qu'un pilote peut faire 10 tours excellents, réguliers, être parfait, et une petite erreur, mais en fait tu passes P4, tu perds tout et on te dit ouais t'as fait une grosse boulette, alors qu'en fait sa course quand même elle était magnifique jusque là quoi. Et, enfin moi je regardais la course, je dis quand même il est bon, enfin il prend un super départ, il se retrouve premier, il creuse l'écart et derrière il enchaîne les tours un peu comme un Lorenzo, comme un Pedrosa pouvait le faire aussi à l'époque. Bon pas de chance là, il se rate au premier virage et il finit 4e. Et puis encore plus après avec la course longue. Au final, c'est un week-end pas du tout positif pour lui, mais bon, il est quand même là.
faut reconnaître qu'il a la vitesse, il a tout. Et sinon, derrière, ouais, Vignales qui gagne, c'est bien pour lui. Parce que bon, il est quand même souvent critiqué, il a été souvent critiqué l'an dernier, enfin, c'est toutes ces dernières saisons. Et enfin, Je j'ai envie de continue de dire, le critiquer. ouais. Non, Non, mais vu qu'il n'y a plus Paul Espargaro, t'es obligé. non, mais il y a toujours Alèche, donc c'est bon. Non, mais c'est quand même bien pour Vignales de gagner. Ça risque de, bon, il voit qu'il peut à nouveau gagner. Et maintenant, même pour par rapport au transfert, enfin tout ce qui peut s'annoncer, là, il marque quand même des bons points. Donc, même si on connaît, Ouais, il a un bon rythme, hein, ouais, voilà. mais ça date pas que du Mais samedi. voilà. C'est le vendredi, il avait signé des belles pendules. Ouais, déjà l'an dernier, il Et- avait fait podium, il avait déjà fait podium à Portimao, donc bon, il est bien aussi sur ce circuit. Maintenant, bon, c'est Vignales, on le connaît, et on ne sait pas à quoi s'attendre pour les prochaines courses. C'est la surprise Vignales. C'est un peu l'œuf de Pâques Ouais, il y a de ça. du paddock. En parlant de Vignales, donc non officiellement, c'est le premier pilote du MotoGP à gagner sur 3 marques différentes, avec 3 motos différentes, donc Suzuki, Yamaha et Aprilia. Mais c'était encore non officiel, hein, parce que la sprint ne compte pas comme un Grand Prix. Donc le titre est toujours en jeu. Alex Rins, c'est encore sa chance, c'est bon. Et Jack Miller. Et Jack Miller. On va voir si quelqu'un a remporté ce prix pour la course du dimanche, avec un excellent départ du poleman Bastianini, mais Martin est encore meilleur à cet exercice. Il prend la tête, suivi par Vignales, encore lui. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour voir un Marc Marquez très agressif sur Bagnaia pour la P4. Ça chauffe encore entre ces deux hommes dès les premiers virages, mais Marquez ne parvient pas à prendre le dessus, en tout cas pour l'instant. Acosta aussi est chaud bouillant entre les deux KTM officiels à la 6e place, mais un excès d'agressivité sur Miller devant lui fait perdre une place au profit de Brad Binder. On se doute qu'il n'a pas dit son dernier mot. Au 5e tour, Miller fait une petite erreur au premier virage du circuit et les deux autres en profitent. 2 tours plus tard, Acosta prend le dessus sur Brad Binder au bout de la ligne droite. Pour faire les freins à Binder, il faut quand même en avoir du cran. Entre-temps, on a signalé la chute de Raúl Fernandez assez tôt dans ce Grand Prix, qui avait pourtant fait top 10 à la course sprint. Quelques instants plus tard, rebelote et 10 de d'air pour Acosta dans le même virage, cette fois sur Marc Marquez pour récupérer la P5. Je pense qu'on peut dire que c'est complètement dingo. Son rythme est tellement dingo d'ailleurs qu'il rattrape Bagnaia au 12e tour. Il tente le bloc pass au forcing et manque de se bourrer avec son frein arrière, mais rattrape plutôt bien le coup, c'est un euphémisme. Pendant ce temps-là, Martin continue son petit bonhomme de chemin en tête de la course et à 8 dixièmes d'avance sur Vignales, toujours deuxième. Ce dernier signe le record du tour en course à la fin du 16e tour, à 9 tours de l'arrivée. Retournons voir Acosta si vous le voulez bien, on est au 21e tour et il semble que l'Espagnol a appris de la course du Qatar pour maintenir ses pneus. Il réussit à sentir parfaitement le hors-trajectoire de Bagnaia pour le passer et referme très bien la porte pour éviter de se faire recroiser. Magistral, le voilà à la 4e place. Bagnaia s'élargit, j'ai sauté une ligne. Bagnaia se fait peu à peu rattrapé par Marc Marquez. À 3 tours de l'arrivée, c'est le drame. Un peu surjoué par Jules de Ramble quand même. Marc Marquez passe Bagnaia, s'élargit. L'Italien tente de recroiser à l'intérieur et c'est la touchette. Les deux pilotes finissent à terre avec un Marquez, comme d'hab, qui ne pense qu'à rien d'autre que récupérer sa moto pour la relever et repartir, alors que Pecco comprend bien que c'en est fini pour lui pour cette course. Quelques minutes plus tard, coup de théâtre devant, Vignales semble en difficulté sur l'Aprilia et chute sur la partie verte du circuit alors qu'il était P3. On saura par la suite que la boîte de vitesse était en cause. Acosta en profite pour monter sur le podium. Classement final, Martin en maître remporte cette course, Bastianini 2e, Acosta 3e, donc je l'ai dit. Binder 4e, suivi par Miller 5, Bezzecchi 6, Fabio Quartararo 7e et Johan Zarco 15e. Au championnat, ça donne Martin en tête provisoire avec 60 points, Binder 2e 42 points, Bestia 39 points 3e, Bagnaia 37 points 4e, Acosta 5e avec 28 points, Quartararo est 11e avec 15 points et Zarco 17e avec 5 points. Voilà, une course bien sympathique. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Pierre? J'ai du mal à enchaîner sur bien sympathique. Ça dépend pour qui. Non, il y avait du spectacle. C'était sympa. C'était sympa. Il y a eu un moment, effectivement, où il y a eu un peu plus de train-train, mais
Déjà, Martin, moi j'ai dit, Martin fait une Bagnaia parce que la façon dont il a roulé de bout en bout, maintenir l'écart suffisant, ne pas niquer ses pneus, juste gérer sa course parfaitement. Bon, bah, chapeau, monsieur Georges, bravo, course impériale. Si je reviens plus sur Pecco, un peu plus dans le dur sur cette course que sur la sprint. Sur la fin de course, Marquez semblait effectivement plus rapide. Le raccrochage, moi je rejoins beaucoup ce qui a été dit. Je pense que c'est la majorité des gens, mais il y a quand même des gens pour dire l'inverse. Donc c'est le fait de course, c'est-à-dire que Marquez double, mais il y a une petite porte ouverte que laquelle Bagnaia prend, comme tout pilote aurait pris, et puis finalement ça se retouche et ça chute tous les deux devant. Donc c'est dommage pour les deux pilotes qui avaient fait une belle course. Je pense qu'on peut pas attendre à ce niveau-là de dire à un pilote oui mais prends pas de risque, machin. Ils sont là pour la gagne, surtout qu'en fait sans ça... surtout quand on est qu'à la deuxième course de la saison, et qu'il y en a plus de 20. Bon, c'est clair qu'on a le temps. S'ils se bagarrent pas un peu maintenant, c'est clair qu'ils vont pas se bagarrer à la 18e course. Mais tu fais bien de le dire. D'un côté, les gens disent il n'y a pas assez de bagarres, on peut plus doubler. Et de l'autre côté, quand ça tente des trucs, ça crie au crime. Donc, faut savoir. Mais voilà, forcément déçu pour Pecco. Mais derrière, on a aussi Bestia. Qui remplit son rôle de deuxième pilote, j'allais dire, de l'usine. Qui fait... Ce qu'il n'avait pas réussi à faire l'an dernier. Mais là, ce qui en début de saison... est beaucoup plus convaincant. Bah exactement, au classement général, et pour l'instant il est en tête, donc par rapport à Bagnaia, je veux dire. Donc ouais. C'est un bon début de saison. J'espère qu'il va continuer comme ça et faire ce qu'il n'a pas pu faire l'année dernière. Et puis pour le reste des pilotes, je vais laisser peut-être Thibaut commenter un peu parce que j'ai beaucoup parlé. Ouais. Vas-y donc. Ouais, non, la course vraiment sympa à regarder. C'est vrai que Martin quand même fait une course, parfait. Il part devant, il a toujours un petit écart, il enchaîne les tours, il gagne, enfin voilà, vraiment rien à dire. Derrière, un peu déçu quand même de l'abandon de Viñales, parce que bon, au dernier tour, c'est un problème mécanique, bon voilà. Et pour en revenir à Marquez, Bagnaia, c'est la course, hein. Pour moi, les deux pilotes, on peut dire que les deux pilotes sont fautifs, mais les deux pilotes ont raison de faire ça. Enfin, comme le dit Pierre, oui, Marquez, lui, il revient reprendre la corde. Bagnaia, il voit qu'il y a la place, il dit ça va passer. Bagnaia aurait très bien savait très bien que Marquez allait refermer, mais Marquez savait très bien que Bagnaia allait passer à l'intérieur. Les deux ont tenté, pas de chance, hein, c'est par terre. Maintenant, je me dis, c'est peut-être, c'est la première de la saison, mais je pense qu'on va en avoir d'autres des accrochages comme ça, avec notamment un Marquez là au milieu, parce que après, il faut se dire aussi, un Bagnaia ou même avec un Martin, hein, ils ne sont jamais vraiment battus avec Marquez pour la victoire. Ils veulent aussi lui montrer que maintenant, ouais, les patrons, c'est nous, quoi. Toi, ça fait 4 ans que tu fais plus grand-chose. C'est pas seulement parce que tu étais blessé qu'on gagnait, c'est aussi qu'on a le niveau. Donc, c'est logique qu'ils vont vouloir montrer qu'ils sont là. Marquez, lui, comme on disait, il a pas grand-chose à perdre. Il va pas vraiment jouer le championnat. Lui, ce qu'il veut, c'est s'amuser. Et on a l'impression un peu de retrouver le Marquez de 2013 quand il est arrivé, toujours à rigoler, à sourire, parce qu'il joue pas le championnat. Mais bon, après, ça risque que là, les deux pilotes n'ont rien dit. Si ça arrive à nouveau lors des prochaines courses, on verra. Heureusement que ce n'est que le deuxième Grand Prix de la saison. Je peux pas m'empêcher de penser que Bagnaia n'est que meilleur quand il est tout seul en tête, mais que quand il commence à se faire doubler, à devoir doubler, c'est un peu plus compliqué. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre. Je peux comprendre ce sentiment, mais on a déjà vu quand même Bagnaia. Je me souviens, la première course qu'il gagne à Barcelone, c'était face à Marc Marquez bouillant. Il y a eu des duels homériques face avec à Bastianini il y a 2 ans. Ouais. Il en est capable. Hein. Après, je pense que voilà, lui, il a vu une porte, il s'est engouffré, s'est pas posé de questions, et Marquez a repris la corde. Je veux dire, c'est pas. Oui, on va pas surinterpréter. Non, voilà, je pense que tout ça se joue en quelques dixièmes de seconde. Ouais, ça va vite. On a vu en début de course d'ailleurs, Bagnaia répliqué sur Marquez et Marquez répliqué sur Bagnaia, ça s'est très bien passé, c'était propre. Ou Acosta à Bagnaia, tu vois, il y a eu de la bagarre avant. Bon, absolument.
Voilà. C'est dommage pour Bagnaia. Il repart de la course longue avec 0 points et en sprint, il avait perdu quand même quelques points aussi vu son erreur. Donc, pas le week-end qu'il espérait. Mais la saison est encore longue. Donc, Absolument. Donc voilà. Moi, ça m'a fait plaisir de voir Marquez rouler comme ça. Franchement, c'était un régal. Ouais, après on le connaît, Marquez. Ah oui, on le connaît, mais ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça, c'est ce que je voulais dire. Surtout, et ça fait plaisir. On sent qu'il est pas à l'arrache. Il est pas à l'arrache comme avant. Ouais, perso, j'étais même pas sûr de le revoir comme ça. Enfin, j'en avais parlé il y a quelques temps, hein. Mais quand il est revenu après sa chute de Rérez, on le sentait vraiment pas à l'aise. Et là, franchement, la Ducati, elle a l'air de vraiment lui aller. Et encore une fois, moi je trouve que, enfin voilà, moi ça me fait vraiment plaisir de le revoir prendre beaucoup de plaisir, même si évidemment il joue pas le championnat a priori. Ça fait plaisir de le revoir prendre du plaisir comme ça sur la piste. Et le voir sourire en fait. Déjà dans le box, on le voit sourire et c'est là aussi où il peut être le plus, ça va être le plus difficile pour les autres. C'est que Marquez n'a rien à perdre. Lui, il est là, il rigole, il veut s'amuser. Et souvent, on l'a vu dans le passé, quand il veut jouer, des fois, pour les autres en face, c'est quand même pas bon signe, quoi. Voilà, non, faut mieux pas jouer avec Marquez, faut pas vouloir jouer avec lui, parce que bon, ça risque de mal se terminer. Et c'est là où pour moi, Bagnaia fait comme une petite erreur, mais comme le dit Pierre, c'est le joue en 1/10 de seconde, donc on peut pas critiquer les pilotes. Mais c'est vrai que Bagnaia, il avait eu du mal depuis 2 tours. Acosta lui avait mis quasiment 2 secondes en 2 tours. Bon, je pense que c'était les pneus de Bagnaia qui commençaient, et vraiment, il avait l'air de vraiment souffrir. Là, comme dit Marquez, pour 2 points, est-ce que Bagnaia avait intérêt de tenter de vouloir redoubler Marquez, alors qu'il semblait un peu, pas à l'agonie, mais Marquez aurait pu le redépasser peut-être le virage suivant. Donc là, peut-être une petite erreur de Bagnaia pour ça, de pas penser justement au championnat à ce moment-là. Même si après, ça va trop vite. Après voilà, on peut pas le critiquer, on peut pas le critiquer, c'est la deuxième course de la saison. Les pilotes sont là, ils sont tous là pour gagner. On va pas leur demander de commencer à penser au championnat, ce qui va se passer fin novembre, alors qu'on est qu'au mois de mars. Mais c'est vrai qu'après, bon, et on a envie de dire c'est 10 ou 11 points de perdus quand même pour Bagnaia. Ouais. Après, je comprends pas trop. Alors, moi, ce que j'ai aimé, c'est de voir Marquez sur un podium sur la sprint, tout sourire, vous l'avez dit. Au Qatar, il n'était pas tombé du week-end, ce qui n'était pas arrivé depuis une éternité chez Honda. Là, il a commencé justement à chercher la limite ce week-end en séance libre. Je ne sais pas si vous avez vu sa première chute. Mais c'était pas de panique, hein, effectivement, vous l'avez dit, il est serein. Ça se voit qu'il aura encore un peu de travail à faire sur cette moto, mais il va chercher ses limites et où est-ce qu'il peut améliorer son pilotage. Donc c'est top. Mais par contre, là où je ne vous rejoins pas, c'est sur il joue rien. Marc Marquez, aujourd'hui, il est 6e au championnat du monde et il a toute la place pour aller jouer le championnat s'il en a envie. Hein. C'est que le début. Il va monter en puissance. Alors forcément, des Martin, des Bagnaia qui connaissent cette moto par cœur, et ils ont peut-être. C'est le favori, hein, bien sûr, et Marquez n'est pas un favori. Mais pour moi, Marquez, il joue le championnat. Peut-être c'est parce que son équipe, Grésini, c'est trop faible. Moi, j'ai envie. Je pense pas qu'il joue le championnat cette année. Je pense que cette année. Après, je suis pas dans sa tête, hein, c'est compliqué, mais je pense que cette année, il joue l'année de la reconstruction pour que l'année prochaine, éventuellement, il joue le championnat. Mais jouer le championnat dès cette année, serait quand même cool, hein, sur une nouvelle moto. Alors, moi, je pense qu'il peut jouer. Même s'il est à l'aise. Il peut jouer le championnat. En lui, au fond de lui, il pense pouvoir remporter le titre. Maintenant, il se laisse peut-être les 5-6 premières courses pour voir vraiment où il en est. Et on verra après 6 courses, donc un tiers du championnat, s'il est toujours à peu près 5/6e du championnat, pas trop loin des premiers. S'il remporte d'ici là une course, donc peut-être pourquoi pas la prochaine à Austin. Ouais, là, attention, parce que là, il va se dire, c'est bon, je peux jouer. Mais pour le moment, je pense que là, il sait qu'il n'est pas encore à 100% par rapport à un Martin, par rapport à un Bagnaia. Donc, pour ça, pour moi, il joue pas trop le championnat pour le moment. Mais suivant où on en est après 6-7 Grands Prix, attention. Notamment après un Sachsenring qui lui réussit bien. Enfin, toutes ces courses-là où il a souvent réussi. Sur la deuxième partie de saison, s'il est toujours dans le top 5, ouais, là, je pense qu'il ne sera plus à sourire ou à dire oh bah c'est pas grave, on a joué avec Bagnaia, on est tombés tous les deux, tant pis, voilà. Non, là, on va retrouver le Marquez qui est capable de tout pour gagner.
Ce serait quand même une grosse perf de gagner le championnat avec une Gresini. Ouais, après la moto, la Ducati, même si c'est celle de l'an dernier, elle était pas trop mauvaise, hein, elle était... Ouais, mais pendant ce temps-là, les autres équipes, elles progressent plus vite que Gresini, qui est quand même l'équipe avec le moins de moyens Ouais, mais du paddock. Donc, la Ducati je pense que ça, GP24 je est suis un peu meilleure plus- peut-être, mais est-ce que les autres motos sont meilleures que la GP23? Et est-ce que les autres On pilotes peut sont se poser meilleurs la que question, hein, Marc Marquez? ça c'est. Et voilà, non mais c'est ça. C'est vrai. Est-ce que le binôme GP23 Marc Marquez, c'est meilleur qu'une Aprilia, N'importe quelle moto que avec, Vignales un champion du Aprilia monde en titre. ou Oui. KTM Binder ou Oui, voilà. oui. Au KTM Ça Binder, aussi, hein, peut-être. c'est pour ça. Donc KTM Miller, sans doute. C'est moche. Ouais, en plus, on a mis un truc sympa dans le conducteur pour Miller. Parce que, du Ouais. coup, je rebondis. Moi, je Vas-y, disais, Miller rassure sur son niveau. Il Clairement. était complètement passé à côté du Qatar. Alors, certes, Acosta brille de mille feux et Binder est assez régulièrement devant. Donc voilà, mais Miller, il fait 2 fois P5 ce week-end, je crois. Ouais. Voilà, il est au niveau attendu de la moto. Donc c'est normal qu'il soit là. Alors oui, ce sera sans doute pas un champion du monde MotoGP un jour, Miller, mais de là à voir tellement de gens le dire qu'il a plus sa place en MotoGP, je trouve ça trop dur. C'est clair. Non, il a encore clairement sa place là. Moi, je trouve que bah oui, forcément, les résultats étaient pas au rendez-vous l'année dernière, mais là, faire 2 top 5 d'affilée sur 2 courses du même week-end, certes une sprint, une longue, mais c'est quand même notable, quoi. D'habitude, il se bourre au moins sur une des 2 courses. Non, mais Donc, surtout là, il a l'air de... J'ironise, hein, mais... Au niveau des pneus, là, ça a l'air de tenir parce que en temps normal, c'est au bout d'un tiers de la course, il coule complet. Mais il fait tout en glisse, alors forcément. Mais après, Miller, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un Vignales aussi. Il est peut-être pas mal critiqué parce qu'on en a attendu beaucoup, peut-être les années précédentes, et on est souvent déçu parce qu'on sait que le gars, il est capable de faire des podiums, voire de gagner. Et puis, on sait pas pourquoi il va se retrouver 10e ou 12e d'une course, alors qu'il était top 3 en qualif. Et c'est ça, peut-être, qui, on va dire, énerve, enfin, pas énerve, mais où tout le monde se dit, ouais, le mec, il doit pas être là, faut qu'il parte, il mérite plus un guidon, alors qu'en fait, c'est un super pilote, mais voilà, c'est comme Vignales, j'ai envie de dire, on est trop souvent déçus parce qu'ils sont irréguliers et voilà, et c'est vrai, après on a la comparaison aussi avec un Binder quand même qui termine 4e du championnat l'an dernier, et encore plus maintenant. Qui a fait 2-3 victoires alors que Miller n'a jamais gagné avec la KTM. Ouais, mais bon, mais même Binder, au final, on dit souvent, ouais, il a gagné, il a eu des victoires, ok, mais alors il avait eu sa première victoire après 3 courses à Brno en 2020. Ok, après il avait eu l'Autriche quand il avait gagné en Autriche sous la pluie avec les pneus slick. Mais sinon, il a que ça, je crois, comme victoire. Ouais, donc au final, il n'y en a pas tant que ça aussi. C'est pour ça. Donc après, ouais, Miller, non, à voir sur ce début de saison. En plus, bah oui, il a quand même un peu la pression là, avec Acosta, mais pour moi, ça ne me surprendrait pas qu'il soit à mi-saison 5e du championnat. Hein. Il a le niveau, en tout cas. Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre? Ouais, plus globalement, les KTM officiels, elles étaient, même Binder, enfin, étaient au rendez-vous aussi, et ça fait plaisir de voir les 2 pilotes KTM au rendez-vous en même temps. C'était aussi ça. Ouais. Après, c'est vrai que, comme tu disais, Pierre, et même toi, Thibaut, Binder aux avant-postes, c'est même plus trop une surprise, parce que ça fait quand même plusieurs courses qui montrent qu'il est capable d'être assez régulier, au moins top 5, voire top 7, voire top 5 assez régulièrement. Et de voir Miller en même temps, c'est ça presque la nouveauté du week-end. En tout cas, après, à voir s'ils arrivent à confirmer par la suite. Surtout Binder, pour moi, là où ça va être important pour lui, ça va être sur les qualifs. Parce que la saison dernière, enfin les saisons précédentes, il avait souvent du mal en qualif, il partait souvent vers la 10e place, il faisait des super remontées. Mais on sait aujourd'hui qu'en MotoGP, quand tu pars 10e, après le premier tour, si t'es 9e, ouais, bon courage pour remonter. Et un Binder qui part dans 2e ligne, attention à lui quand même. Hein.
Binder, il fait un excellent début de saison. Je crois qu'il fait 2 podiums en sprint et en course longue au Qatar, ou P4 en sprint. Mais pour moi, c'est podium, il me semble. Et il fait une bonne course sprint à Portimao, mais il chute inexplicablement. Bon, bah, c'est le Binder aussi. Et un podium, non, pas une 4e place en course longue. Donc là, 2e du championnat, c'est logique. Il fait un bon début de saison. Et d'ailleurs, bon, c'est sûr que les débords de Vignales et de Marquez et de Bagnaia ont profité au KTM, mais il y a quand même 3 KTM dans le top 5 sur ce Grand Prix. Donc la moto est là. Elle n'est pas tout à fait à armes égales encore avec la GP24. On voit Martin et Bastianini, ils avaient un peu d'avance. Mais clairement, ils ont bien bossé KTM. Donc c'est cool de voir Acosta, Binder et Miller à ce niveau-là. Il y a qu'Augusto Fernandez, il faudrait qu'il accélère son début de saison, qu'il sorte un peu de son hivernage. Ouais, Acosta, ça serait bien qu'on revienne dessus parce que en fait, on n'en a pas encore parlé. C'est quand même incroyable ce qu'il nous fait. C'est incroyable. Moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est les freinages de Trapper en bout de ligne droite. Il fait les freins à Binder, il fait les freins à Bagnaia, à Marquez. Faut quand même y aller. Ouais, c'est impressionnant. Surtout les dépassements, c'est propre. Ouais. À aucun moment on sent qu'il est à l'arrache, que ça risque, ça peut passer comme ça risque de finir par terre. À chaque fois, il est propre. Et autant au Qatar, bon, il avait fait un super début de course et après il avait un peu rétrogradé parce qu'il avait les pneus qui étaient morts. Autant là, sur la fin de course, c'était lui le plus rapide. Il était incroyablement rapide. Il s'est quand même fait une grosse frayeur sur un vibreur à un moment donné. En fait, je crois que c'est le pilote. En doublant Bagnaia. Ouais. En voulant doubler des Bagnaia, parce qu'après. Ouais, en voulant doubler, parce que Bagnaia recroise, effectivement. Et si on regarde les trages, c'est lui qui allait chercher le plus loin les vibreurs. Donc, ils sont un peu plus hauts à ce niveau-là. Je pense que c'est pas simple. Les pilotes, peut-être avec plus d'expérience, ils vont un peu moins à ce niveau-là parce qu'ils savent que ça bouge beaucoup. Mais voilà, il garde sa tête froide. Vous l'avez dit, il fait des dépassements de très haut niveau, de très belle qualité. C'est couillu, mais c'est propre. À aucun moment, il vient taper les autres, comme certains rookies, des fois, vont faire par manque d'expérience. Là, on a l'impression qu'il a déjà 2 saisons de MotoGP dans les pattes, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et bravo à Tech 3 aussi d'avoir fait une bonne moto, parce que c'est important aussi, évidemment. Ouais, alors après, c'est les mêmes. Entre les KTM et les Tech 3, les 3 pilotes ont exactement les mêmes motos. Il y a juste le carénage, la couleur du carénage qui change. Mais quoi qu'il arrive, ce que fait Acosta, c'est quand même assez dingue. Honnêtement, je le voyais vers la 10e place, 10-12e. Parce que bon, aujourd'hui, comme le niveau du MotoGP est très relevé, et lui, direct, il arrive. Et alors après, bon, il est toujours en pleine confiance, il a toujours pas eu de chute, pas eu de grosses chutes. Faut rappeler, il y a 3 ans en arrière, Jorge Martin, quand il arrive, il fait podium à sa 2e course. Ensuite, c'est au Portugal, il s'explose, il rate 4-5 courses. On avait eu en 2008 un Lorenzo qui, pareil, avait fait un super début en MotoGP, et après s'était cassé les 2 chevilles. Attention, maintenant, là, il est en pleine confiance, tout lui sourit. Faudra voir si au premier, on va dire, au premier accro, comment il va réagir, et surtout qu'il ne s'enflamme pas trop pour vouloir trop en faire et se blesser. Mais en tout cas, dans ce qu'il fait pour le moment, c'est assez fou quand même. Voilà. Non, mais c'est exactement ça. C'est incroyable de le voir. C'est incroyable. Un petit mot sur Yamaha, si vous le permettez. Yamaha dont les 2 motos se sont qualifiées directement pour la Q2, ce qui est une info pas anodine, je trouve. Enfin, moi, en tout cas, ça m'avait marqué quand j'avais regardé les essais. Je m'étais dit, tiens, ils sont tous les 2 dans le top 10, c'est intéressant. Après, ça s'est pas confirmé absolument en course, mais c'est peut-être le début du milieu de la fin du tunnel. Moi, perso, je n'y crois pas. Je me dis que non, mais là, toi, pour les deux motos en Q2, ok, bon, t'as quand même les 19 ou 20 premiers pilotes se tiennent en une seconde.
Bon bah tant mieux pour eux, ils passent en Q2, mais ils auraient très bien pu faire 16e, 17e en tournant un dixième moins bien. Donc tant mieux si c'est passé pour eux en Q2, ce qui leur permet comme de partir dans les 12 premiers, voire même pour Quartararo en troisième ligne. Maintenant, alors Yamaha, elles ne sont pas à la rue non plus. Faut quand même reconnaître que les motos sont quand même assez proches malgré tout, même les Yamaha, elles sont pas trop loin des KTM, des Aprilia, voire même de la moitié des Ducati. Mais bon, maintenant, Parce qu'il y a bien pire, il y a Honda. ouais, ouais, puis mais même après Yamaha, ils sont pas si loin, mais malheureusement, bah, il leur manque quand même quelques dixièmes et aujourd'hui, bah, ouais, c'est tellement serré que bah, quelques dixièmes, tu te retrouves dixième ou douzième, donc c'est sûr que c'est pas facile pour eux et oui, après, il y a toujours Honda qui est pire, mais bon, même Honda, au final, ils sont. Bon, il y a Marini qui, lui, vraiment galère plus que les trois autres, mais là, il me semble que c'était le vendredi après la première journée, ouais, à part Marini qui était à 1 seconde 7, tous les autres étaient à 1 seconde, à moins de 1 seconde du premier. Donc, c'est pas non plus comme on peut s'y attendre, où ils sont à 2 secondes, 3 secondes autour. Non, ça se joue à pas grand-chose, mais bon, ils ont un tel retard, ils ont beau progresser, tu retrouves pas une demi-seconde comme ça du jour au lendemain. Donc après, comme le disait Zarco hier sur Canal+, où il disait que Honda bossait comme des fous. Et voilà, après sur la saison 2024, faut pas s'attendre à voir Honda gagner. Mm. Surtout, non, peut-être même, après, faut aussi reconnaître, ils n'ont peut-être pas les pilotes non plus hein, pour gagner, par exemple, Honda. Parce qu'aujourd'hui, sur les 4 pilotes Honda, ils ont 2 victoires en MotoGP, une pour Mir, une pour Zarco, et c'est tout. Pour Yamaha, ouais, eux, ils sont un peu plus proches. Et j'ai envie de dire Quartararo non plus, il est pas trop loin. Enfin, ses courses, elles sont pas catastrophiques, même si lui, il est souvent déçu après ses courses. Pour moi, il manque pas grand-chose. Il manque vraiment pas grand-chose pour prendre le bon rythme, pour prendre le bon groupe devant et aller ouais, terminer à la régulière sixième de la course. Mais bon, aujourd'hui, on a vu hier, hein, terminer sixième, tu termines à quoi, à 5-6 secondes de la victoire. Donc c'est pas grand-chose. Non, 19 secondes. Hein. Bezeki est 6ème et t'as 19 Oui, secondes. mais bon, t'as les Quartararo deux. et 20 secondes. Ouais, mais t'as 3 chutes devant. Oui. Si tu prends Marquez, Bagnaia et Vignales qui chutent, qui chutent dans les derniers tours, voilà, donc c'était qui le sixième? C'était avant ces chutes-là, bah ça devait être Marquez peut-être. Ouais, Marquez. Voilà, Exactement. Marquez. Toi, au final, ils étaient pas si loin que ça. Donc, pour moi, je pense que en fait, le plus difficile pour les Yamaha, comme pour les Honda, enfin comme pour même n'importe quel pilote aujourd'hui en MotoGP, c'est prendre un bon départ, se retrouver dans le top 5, et si t'es dans le top 5 après les 2 premiers tours, ta course, ta course va bien se passer. Par contre, si tu te retrouves 13e, là, bon courage. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Thibaut, sur le. Ils sont pas très loin. Quartaro donc finit 7ème, mais bon, s'il n'y avait pas eu les chutes dans les 3 derniers tours, il finissait 10ème. C'est pas très grave sa place, mais c'est surtout il finit à 20 secondes de la tête. On a connu Ouais, des c'est top, beaucoup, 20 on a secondes. connu des top 15 en MotoGP plus serrés que ça, quoi. Ouais. En fait, il y avait 2 rythmes. Il y avait le top 6 qui roulait sur un autre rythme, mais après, il y avait Bezeki, effectivement, qui finit à 19 secondes, puis Quartararo, etc. Je trouve que c'est loin. Alors, c'est pas grand-chose au tour, c'est moins d'une seconde au tour, on est d'accord. Mais c'est largement insuffisant. Pour moi, même s'il partait dans les 2 premières lignes, il n'avait pas le rythme pour suivre les leaders de toute façon, quoi. Donc faut qu'il continue à bosser. Est-ce tu faisais la remarque, est-ce qu'on a la bonne équipe pour progresser? J'ai pas la réponse, mais aussi, est-ce que Yamaha a la bonne équipe pour progresser? Je sais pas non plus. Je trouve que Quartararo est un pilote extrêmement talentueux, mais j'ai l'impression qu'il est plus dans le projet Yamaha depuis quand même presque un an. Plus d'un Ouais, an, c'est ouais. ce que j'allais dire, presque un an. Ouais. Bah, depuis un peu qu'il s'est séparé d'Eric May, là, enfin, à ce Mm. moment-là où c'est un peu parti, Oui, c'est vrai. où ça a commencé ouais, à avoir des critiques, tout ça, mais non, mais ouais, je suis d'accord avec toi. Après, est-ce qu'ils ont les bons pilotes? Et puis surtout, ils n'ont que 2 pilotes. Et ils ont un pilote test, on sait pas trop, enfin, même lui, il ne sait pas trop ce qu'il doit faire. Il y a ça aussi comme problème, hein, pour moi, le problème de Ouais. Yamaha, c'est surtout ça. C'est aussi, aujourd'hui, ils n'ont plus que 2 pilotes.
Un Quartararo, est-ce que c'est un bon metteur au point? Est-ce que c'est lui qui peut donner des bonnes indications pour développer la moto? Ça, ben, je ne sais pas. Alex Rins, je pense que c'est un bon pilote pour développer malgré tout ce qu'on avait vu avec Suzuki. Même si avec Suzuki, c'était souvent Sylvain Guintoli qui était mis en avant pour le développement de la moto. Donc ouais, après Ouais. voilà. C'est Honda comme Yamaha, c'est vrai, est-ce qu'ils ont les bons pilotes aussi pour développer? Moi, je pense que le problème est plus profond que ça pour les marques japonaises. Je pense qu'ils sont restés sur un modèle ancien de dev et où ils n'ont pas de possibilité de développer des pièces un peu à l'arrache comme fait Aprilia ou Ducati ou même Katoche en mettant un peu d'aéro comme ça un week-end, le truc qui débarque. Voilà, on tente. Ça, c'était plutôt l'école Ducati d'ailleurs en tout début. À tenter des trucs comme ça un peu improbables et puis en fait se rendre compte que ça marche et de le garder. J'ai l'impression que les marques Jap, Honda et Yamaha sont beaucoup plus à l'ancienne, beaucoup plus sur le très long terme, non mais ça non, on va attendre machin ou faire beaucoup de tests avant pour avant de mettre en place les pièces, vous voyez ce que je veux dire? Mais là-dessus, face à autant de concurrence, c'est plus possible quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi dans ce que tu Mm. dis. Et toi, par exemple, quand on regarde à l'époque, quand Tech 3 était chez Yamaha, ils n'ont jamais réussi à avoir la même moto que l'équipe officielle. Bah oui. Yamaha, Mm. soi-disant, ils ne pouvaient pas, c'est trop compliqué. Et qu'est-ce qu'on voit avec Ducati où enfin, ils arrivent à te sortir 5 motos de l'année en cours. KTM, là, ils en ont 3, voire les 4 motos sont de la même année. Aprilia, ils en ont Ouais. 3. Et Aprilia, Et Ducati, on KTM, enfin, ils ont peut-être moins de moyens, moins de ah bah beaucoup moins. Hein. d'ancienneté, On ouais, rappelle, mais c'est ça, ils ont on moins rappelle d'ancienneté. que on rappelle que le HRC, c'est plus de moyens que Ducati Monde. C'est ça, C'est quand même un truc de fou. c'est ça. Et après, Enfin, quand tu t'écoutes les Japonais, ah non, c'est compliqué. Enfin, dès que tu dois faire une modification, c'est compliqué. Les Européens, ils se posent pas la question, quoi. c'est clair, Ils essayent, et puis voilà. c'est le petit côté artisanal très sympa de la moto d'ailleurs. C'est qu'ils ont une idée, ils y vont, ils prennent l'imprimante 3D presque, ils moulent la pièce comme ça et ils testent. Et ça, c'est un côté que les Japs n'ont plus, quoi. Ouais, puis Enfin, non pas. les Japonais, j'ai l'impression que c'est surtout comme il y a 15, 20 ans en arrière, on a l'équipe officielle, c'est l'équipe officielle qui doit gagner, et puis après on a l'équipe privée, bon bah ils prennent plus ou moins Ils prennent les miettes, ouais, ils prennent ce qu'on leur donne, et leur puis, laisser, ouais. voilà, c'est ça. Et résultat, Yamaha n'a même plus d'équipe c'est satellite. ça. Et voilà, et c'en est la preuve. Et c'est là en fait où c'est pour moi, mais après je pense aussi la mentalité japonaise pour que ça change, même si là je pense que c'est en train de quand même de changer. Mais bon, ils ont mis quand même 3-4 ans avant de se dire ouais, là on est en train de se faire complètement dépasser par les Européens. Et maintenant, bah, va rattraper les 3-4 ans que tu as de retard. Hein, c'est... Mm. Même en termes d'image, ça va être compliqué. Mm. Un petit mot sur les Japonais, Pierre? Non, je vous rejoins, je vous trouve dur. Moi, j'étais dans cette optique les 2 dernières années. Je trouve que Honda a changé de projet. Alors, du coup, ils repartent quasiment de zéro, mais la moto a l'air mieux. En tout cas, elle catapulte plus ses pilotes. Je crois que Mir n'est pas Ouais, tombé c'est encore déjà. de l'année. Donc c'est bien. Ils repartent sur un nouveau projet. Voilà. Ça va prendre le temps que ça prendra. C'est sûr qu'il n'y aura probablement pas de résultats cette année. Donc, je vais essayer de garder un peu de recul par rapport à ça. Yamaha, ils sont aussi limités par leur manque. Leur test team un peu naze et leur manque de moto sur la piste. J'espère qu'ils vont réussir à débaucher un team satellite pour l'année prochaine, que ce soit VR46 ou un autre. Peut-être se séparer de Fabio, ce serait pas un mal non plus, dans le sens où un peu comme Marc Marquez et Honda, peut-être qu'il faut repartir sur autre chose et que c'est plus... Voilà, ça sert à rien là, de chercher à recoller les morceaux si trop de choses se sont passées. Bon. Mais j'ai confiance en leur capacité à un moment donné de revenir sur le devant de la scène. Et ils se sont fourvoyés dans un attentisme technologique, je pense, en essayant de miser sur les interdictions. Oui, à préférer contester Voilà. des développements plutôt que de faire pareil, quoi. Exactement. Et c'est là tout l'état d'esprit que moi personnellement je déteste, quoi. Enfin, on est là pour innover. Et la moto a ce côté encore un peu fifou que la F1 n'a plus, tiens, on découvre une nouvelle pièce,
comme ça qui apparaît sur la moto. C'est en plus beaucoup plus facile à voir sur une moto parce que c'est plus petit et c'est encore moins alambiqué qu'une Formule 1, mais on fait toujours le comparatif, hein, désolé les gars, hein, mais, et les filles, mais ouais, ce côté, on n'a pas la folie, on n'a pas le côté artisanal, le côté démerde tout simplement, et comme tu disais Pierre, le côté plus règlement. Ah mais ça vous avez pas le droit de le faire, alors qu'en fait ils avaient totalement le droit de le faire. Bah ouais, c'est encore une fois ça montre l'état d'esprit, en tout cas à l'époque, qui était pas vraiment bon quoi. Non, mais après, je suis d'accord avec toi, Pierre. Quand tu dis que Yamaha ou Honda quand même travaillent, je pense que depuis l'été dernier, ils ont vraiment compris que cette fois, Oui. ils devaient absolument enfin, tout faire pour évoluer, quitte à repartir sur de nouveaux projets. Mais maintenant, ouais, ils ont pris du retard et tu vas pas combler le retard comme ça en quelques mois. Donc oui, ça va prendre du temps. Maintenant, quand tu dis Yamaha, pourquoi pas se séparer de Quartararo, mais pour mettre qui à sa place? Quel pilote aujourd'hui voudrait aller chez Yamaha? Vietti. Ouais, Morbidelli, il faudra peut-être y retourner, non? ouais. Non, mais c'est ça après, c'est Non. parce qu'aujourd'hui, tu es pilote MotoGP. Ouais, qui voudrait aller chez Yamaha? Alors, on a eu par exemple un Marini a été chez Honda. Ok. Bon, Marini, alors, il était, enfin, tout le monde dit que c'est un très bon metteur au point, qu'il est très, très bon pour expliquer tout ça. Ok, ça je n'en doute pas, mais bon, c'est pas non plus, je pense, un champion du monde en puissance, et c'est pas avec Marini qu'ils vont pouvoir gagner des courses. Un Zarco, il est en fin de carrière, donc ils savent très bien, enfin Zarco savait très bien où il mettait les pieds. C'était et c'est vraiment un super projet pour un pilote comme lui. Maintenant, un jeune pilote style un Jorge Martin, demain, est-ce qu'il va chez Yamaha? Bah, Bah, je pense que ces pilotes-là, ils préféreront toujours voilà. rouler plutôt que pas rouler, quoi. Ah, Ouais. ouais. Enfin, Martin, s'il n'a pas d'option chez Ducati Corset 2025, je suis sûr que si Yamaha lui ouvre le portefeuille, il y va. Il va Oui, absolument voilà. en team usine, clair. ce qui se Bah, comprend. Après, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu veux? Gagner des courses et gagner un peu moins d'argent, ou avoir un statut de pilote officiel, pilote numéro 1 de la marque, et partir dans un truc qui risque de te prendre 2-3 ans. Après, voilà, honnêtement, c'est pas facile pour les pilotes, et c'est la même chose pour un Quartararo. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dois rester chez Yamaha? Est-ce que tu dois partir? Pour aller où? Voilà, après non, c'est pas facile, hein. Et il y a une option qu'on a, et ça fera une bonne transition pour toi, Olivier, plus tard. Il y a une option qu'on n'a pas envisagée. Il reste un extraterrestre en World SBK. C'est vrai. Ça peut, qui pas jeune, mais qui peut encore peut-être montrer de certaines choses. Donc, ça peut faire partie d'un projet de reconstruction, quoi, pour moi. Toprak. Ouais. Ouais, après, Oui, je sais. ouais, est-ce que lui aurait envie de venir en MotoGP pour jouer la 12, 13, 15e place? Ouais. Non, mais c'est ça, après, et clair. en fait, c'est un peu même avec le World Superbike depuis des années, et notamment un Réa. Pourquoi il a jamais été en MotoGP? Je pense qu'il aurait pu trouver une équipe privée. Maintenant, si c'est pour jouer la 15e place, bah, peut-être mieux jouer le top 3 en Superbike. Alors ouais, c'est peut-être moins prestigieux et tout ça. Mais bon, quand t'es compétiteur, tu préfères peut-être gagner ou jouer les podiums même si c'est un niveau un peu plus faible, enfin, et même bien plus faible, Ouais, plutôt que de faire 15e. je suis d'accord avec toi. Mmh. Complètement. C'est pour ça, après, Après, ça ouais. dépend aussi des pilotes, ça dépend Oui, de voilà, leurs non, mais c'est ça, objectifs après, perso. C'est vrai que c'est compliqué de faire une généralité sur tout parce que ça dépend. Peut-être que Toprak l'année prochaine, ça lui titillera la tête, ou même pas du tout, ou on n'en sait rien, quoi. Non, mais c'est ça. Donc c'est vrai que c'est. Ouais, Puis après, malgré clair. tout, aller en MotoGP, si tu te plantes, derrière, retrouver une bonne moto, Ouais, c'est chaud, même hein. en Superbike, après, voilà, c'est pas. Tu risques d'avoir quand même peut-être 2-3 années un peu plus difficiles, tout ça. Donc ouais, après, par exemple, on pourrait avoir un exemple côté français avec un Loris Bas qui était parti de Kawa pour aller en MotoGP. Il était pilote officiel Kawasaki. Bon, ouais, c'est sûr, bah, à sa place, t'as 21-22 ans, tu peux aller en MotoGP, tu y vas. Mais au final, bon, ça s'est pas passé. Enfin, c'était correct par rapport aux motos qu'il avait. Mais derrière, il a jamais retrouvé une moto Superbike officielle et un bon guidon.
Donc ouais, c'est pas facile quand même pour les pilotes. Même si pour tous les pilotes, je pense que le rêve c'est le MotoGP, mais non, après les décisions doivent pas être quand même pas être faciles, peu importe les pilotes. Mm, c'est clair. Un dernier petit mot sur la catégorie. Je voulais, enfin, c'est ça, sans vouloir me foutre de sa gueule, hein, je voulais parler de Morbi quand même parce que, enfin, en fait, je suis triste pour lui parce que là, début de saison encore compliqué. On se disait tiens, on sait que la Pramac elle marche bien, ça va peut-être lui donner un peu Mm. le faire revivre. C'est pas le cas sur le début de saison. Ouais, Donc c'est ouais. je vais pas dire de conneries, je crois qu'il chute, non, en course. Ou c'était en sprint. Non, il chute en course, il finit, Ouais, il il chute. finit 18e. Il chute d'entrée, ouais. Il chute et Marquez chute aussi, mais Marquez finit quand même devant. Ouais, Ouais, il finit Morbidelli, ouais. devant Luca Marini qui n'est pas chuté aussi, hein, Il donc, chute il chute au premier tour, Morbidelli, mais bon, après il a été blessé là en pré-saison, donc quasiment pas d'essai. Ouais, c'est vrai. Euh, Ça n'a pas aidé. Après, de toute façon, faut reconnaître aussi, il est dans un état d'esprit. Enfin, il a vécu 2 années super difficiles chez Yamaha. Faut arriver à se remettre, repartir de l'avant. Maintenant, dans les essais, les qualifs, il est pas non plus complètement perdu. Ouais, bah, c'est sûr que si on compare à Martin, il est loin, mais bon, après, par rapport à un Dijan Antonio ou même à un Bezzecchi qui est quand même assez décevant pour le moment sur le début de saison, ou même Alex Marquez, il est pas non plus trop loin. Maintenant, Morbidelli, pour moi, il est là pour un an chez Pramac. S'il fait des bonnes courses, ils vont peut-être le garder. Mais si dans 4-5 courses, il est toujours pareil, bon bah Aldeguer, il sait qui il va remplacer. Ouais, grosse pression hein, pour Franco. Ouais, à titre personnel, hein, je suis personne, mais je me laisserai d'ici juin pour juger son niveau réel. Il sort effectivement, vous l'avez dit, d'une grosse blessure, de 2 ans catastrophiques chez Yamaha. Et il faut aussi se souvenir que c'est sur ce même circuit où il a fait une grosse chute qu'il l'a blessé. Je sais que tu es tombé toi aussi sur piste, Olivier. Moi Ouais, tu sais ce que ça peut faire de te dire ah merde, j'ai chuté à cet endroit-là et l'angoisse que ça peut te faire, etc. Donc faut passer au-dessus. Je pense que c'est pas toujours c'est ça. gentil de me comparer à Morbidelli, mais malheureusement. Je pense que c'était pas les conditions idéales pour lui. Malheureusement, on va pas en Argentine cette année. Ouais. Donc, on verra. Ouais. Non, mais ce qui va être difficile pour lui, c'est la comparaison par rapport aux autres Ducati. Bien sûr. Ah bah ouais, là, clairement. Ouais, et en plus, bah, même un Dijan Antonio, quand même, il a gagné en fin de saison dernière, il a fait des podiums. Un Alex Marquez qui l'an dernier, il a fait quand même plusieurs fois des top 5. Donc on sait qu'ils sont capables de faire top 5 avec cette moto. Et là, si Morbidelli il fait 15e à toutes les courses, ouais, non, c'est sûr que ça va pas le faire. Non, c'est clair. Bien. Bah, je pense qu'on a fait le tour du sujet. On va parler. MotoGP, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, Oui. peut-être Aprilia. Oui, vas-y. Avec Ouais. bah, encore un problème mécanique. Dans le dernier tour pour Vignales, donc il perd le podium. Un Aleix Espargaro qui fait un début de course assez cata parce qu'il est dernier, je crois, au premier tour. Même s'il remonte bien par la suite, au final, c'est un week-end qui est pas super top pour Aprilia, alors qu'en fait, ils avaient tout pour marquer des très gros points. Ouais. Et ouais, la fiabilité d'Aprilia, bah, comme souvent, j'ai envie de dire, à voir pour le Ah, futur. je te trouve dur sur Aprilia. Non, mais je suis d'accord. Au Qatar, Rolf Fernandez, je crois qu'il se retire des 2 courses pour des problèmes techniques. Miguel, je crois aussi, il a des problèmes aux essais libres ou en qualif. Il y a des vrais problèmes sur cette moto de fiabilité ou de compétences des équipes qu'il va falloir résoudre s'ils veulent être un jour un prétendant sérieux pour le titre. Alors oui, ils font des coups d'éclat parce qu'ils ont une bonne moto et leurs pilotes sont rapides, mais c'est pas suffisant pour jouer un championnat. Ouais, mais en fait, le problème, c'est que depuis quelques années, on n'a plus l'habitude d'avoir des équipes bah, qui ont des problèmes mécaniques. Alors que bon, on est dans un sport méca. À l'époque, c'était pas rare d'avoir à chaque course des moteurs qui cassaient ou des problèmes divers et variés. Et là, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout est tellement
suivi carré, enfin nickel pour toutes les équipes. Dès qu'on a un moteur qui casse, on va dire ah ouais, ils sont mauvais, ils n'arrivent pas à avoir une moto qui tient la route, tout ça. Bon bah voilà, c'est pas, j'ai envie de dire pas de chance, mais après non, je suis pas trop inquiet quand même pour eux, mais c'est vrai que c'est dommage, surtout sur un week-end où en fait bah ils avaient tout pour faire un super résultat. Ouais, bien. Le mot de la fin pour le MotoGP, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'on a déjà beaucoup parlé, hein, mine de rien. Ouais. Je vais dire un petit mot, si vous le permettez, sur le Superbike, parce que ça tournait en Catalogne ce week-end. En World Superbike, Toprak gagne la course 1 et la Superpole. À ce sujet, a signalé la deuxième place de Iannone en Superpole. Bautista gagne la course 2. En catégorie Super Sport, le GMT 94 renoue avec le podium grâce à Lucas Mayas qui finit 3ème lors de la deuxième course du week-end. Et puis un petit mot du Super Sport 300 pour signaler la belle 3ème place du français Dissora lors de la course 1. Il partait 9ème sur la grille. Donc voilà, un résultat intéressant pour nos Français ce week-end en Superbike. Des très belles courses. Ouais, vraiment, des courses vraiment chouettes. Ouais, si vous avez l'occasion d'aller les voir. Les courses Superbike, vraiment, enfin au moins la première et la Superpole, c'était vraiment super, avec notamment Toprak, hein, qui quand même est assez incroyable, qui arrive à gagner avec la BM après le deuxième week-end. Bon bah bravo. Ducati quand même qui domine tout le temps la catégorie. Et puis oui, en super sport, un podium pour Lucas Mayas, pour moi ça sera pas le seul de l'année. Il a vraiment tout pour en gagner quelques-unes dans la saison. Pareil pour Valentin Debise. Donc c'est quand même bien de voir des Français qui peuvent jouer les podiums. C'est quand même plus sympa pour quand on regarde les courses. Donc ça c'est sympa. Et puis en 300 aussi, là aussi un Français sur le podium. On profite parce que bon, je pense que cette année, on ne va pas en avoir énormément de podiums en MotoGP de nos Français. Eh ben merci Thibaut, merci pour ce premier épisode avec nous, c'était un plaisir. Merci Pierre. Merci à vous. Merci à vous. C'est tout pour nous pour aujourd'hui. Du coup, on se retrouve dans quelques jours pour le Grand Prix des USA à Austin, au Texas. On a mis tous les épisodes, je le rappelle, sur YouTube. Enfin, surtout Pierre a mis tous les épisodes, les anciens épisodes sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. On est évidemment sur Deezer, Spotify. Salut à tous et à très bientôt. Ciao. Salut à tous. Ciao.